Alors, mission de la Cour des comptes, c'est qu'on nous apprend donc l'aveu du président. Mon cher Jacques, on s'intéresse là-dessus ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Oui, au fait, en début de semaine, le ministre de la Justice qui poursuit ses tournées dans certaines institutions relevant directement ou pas directement de son département a fait son séjour de quelques heures à la Cour des comptes. Au sortir, on a pu entendre le président de la Cour des comptes communiquer sur les problèmes qu'ils ont à leur niveau, donc les difficultés en quelque sorte. La Cour des comptes, pour préciser, si vous voulez, a été mise en place officiellement en 2017 par le président Alpha Condé et devrait se charger du contrôle a posteriori de toutes les dépenses effectuées par les établissements publics, que ce soit les départements ministériels ou les établissements publics à caractère administratif, également les sociétés publiques. C'est justement de savoir ce qui a été fait de l'argent qui a été envoyé dans ces établissements-là pour réaliser un certain nombre de choses. Sauf que nous apprenons de la bouche du président de la Cour des comptes qu'il y a aujourd'hui comme première difficulté la non-déclaration ou la déclaration tardive des comptes. D'accord. Ou parfois même déclaration, mais l'absence des pièces justificatives. Ouais. Ça, c'est la première déclaration importante. Il y a déjà une information qui était à notre connaissance. En tout cas, on le savait. Quand l'institution a été installée en 2017, il a fallu une année pour faire un premier rapport. Sauf que ce rapport, c'était que le rapport sur l'installation de la Cour des comptes. Maintenant, un rapport qui établirait, par exemple, le travail qui a été fait par les agents de contrôle, je crois les auditeurs, qui auraient pu comprendre comment l'argent a été dépensé par les différents établissements. Aucun des rapports n'avait été publié. Donc, de 2017, il a fallu attendre 2022 pour que le président Doumbouya, donc le président de la transition, reçoivent, n'est-ce pas, ces rapports, et on apprend que quelques rapports ont été transférés par l'agent judiciaire de l'État à la CRIEF et font l'objet aujourd'hui d'examen. Et c'est sur cette base, il y a même certains agents publics d'alors. Les grandes gueules. Donc ça, oui, certains rapports ont été envoyés à la CRIEF. Les rapports finalement, si vous voulez, les rapports antérieurs. Je comprends. Maintenant, pour ce qui se passe maintenant, c'est que ce phénomène continue toujours. Et l'autre déclaration importante, le président de la Cour des comptes dit que lui, il ne connaît pas le nombre exact d'établissements publics qu'a la Guinée, qu'a la République de Guinée. Wow. Et il dit, même le ministre de l'économie et des finances ne connaîtrait pas ce nombre exact. Et il ajoute que parce qu'il y a un travail qui a été commandé d'abord en 2017 et qui avait ressorti que la Guinée avait 153 établissements à caractère administratif. Et 2017. Les grandes gueules. Le dernier travail effectué parle de 187. Mais sur ces 187, et même si on prenait le chiffre antérieur, donc le nombre antérieur de 153, le président nous apprend que sur ces 153, il n'y a que 14 ou 18 établissements donc, qui déclarent leur compte au niveau de leur institution. Ce qui veut donc dire que si on veut parler du contrôle aujourd'hui a posteriori, même si on a pu se féliciter à un moment donné si vous voulez, de l'existence de cette institution et par la suite de la liberté qu'elle a pu avoir avec l'arrivée des militaires. Mais sur 153, si on n'a que 14 comptes qui sont déclarés et parfois avec des pièces justificatives qui manquent, il faut bien se dire, il faut bien s'interroger sur la pertinence finalement du travail que fait, n'est-ce pas, cette institution et la capacité qu'elle peut avoir à déceler des manquements dans le travail que font cette pléthore d'institutions, d'établissements. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Alpha en a créé beaucoup. Doumbouya aussi est en train de créer des établissements. Il a fusionné quelques établissements. Il y a d'autres qui sont en train d'être créés. Il y a d'autres qui sont déjà créés. Oui. Le nombre ne fait que grossir. Oui. Et aujourd'hui... Mais c'est pas...
je te laisse terminer, mais je suis vraiment baba ce matin. Quoi. Il n'y a pas de lecture véritable. Et je me suis informé auprès de quelques agents, notamment les consultants qui ont travaillé sur cette enquête, qui a pu sortir ce nombre-là. On m'apprend que le président de la Cour des comptes, il ne ment pas foncièrement, que les nombres ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire le nombre d'établissements qu'a le ministère de l'économie et des finances, c'est pas le même nombre qui est du côté, par exemple, du ministère du budget. C'est pas le même nombre qui est du côté du trésor. C'est pas le même nombre qui se retrouve donc à la Cour des comptes, là on sait déjà, mais ce n'est pas le même nombre qui se retrouve même au niveau de la PIP. Donc les déclarations ne sont pas les mêmes. Donc le ministère du budget, puisque c'est lui qui nomme par exemple les DAF, donc lui il a la connaissance des établissements au sein desquels il y a ces DAF là. Et puis le ministère de l'économie et des finances a des agents de contrôle, donc je crois des contrôleurs financiers. Partout, lui, il envoie des contrôleurs financiers. S'ils sont au nombre de 100, donc c'est ce nombre-là c'est ce nombre qu'il considère comme étant le nombre total d'établissements qui existent. Donc il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas de lisibilité. Mon informateur a bien conclu, il dit la Guinée, c'est, si vous voulez, comme un père de famille qui ne connaît pas tous ses enfants. Mais c'est juste dommage. C'est tellement bien imagé, Jacques Léois. Alors que c'est celui qui crée, mais il n'a pas connaissance. Et puis l'autre difficulté pour terminer, c'est que ces derniers temps, je crois, il y a eu quelques magistrats qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc la Cour des comptes n'a pas échappé à cela. Il y a d'autres qui ont augmenté en grade. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que les agents qui devraient faire en principe le travail de terrain, puisque les conseillers référendaires, je crois c'est comme ça on les appelle, les conseillers référendaires ne descendraient pas dans les bureaux pour aller enquêter. Mais ceux qui doivent faire ce travail de terrain-là, il y a un manquant de 16 aujourd'hui pour faire ce travail. Donc il y a un recrutement qui est demandé à ces niveaux. Voilà donc cet aveu qu'on nous fait, alors qu'on a de l'espoir qu'il y a une institution qui existe, qui peut faire son travail. Mais on apprend finalement que l'institution elle-même ne connaît même pas le nombre total d'établissements vers lesquels il doit aller. Et sur les établissements qui existent, puisqu'on lui a remonté le nombre, finalement il dit c'est seulement 14 dont les comptes arrivent à la Cour des comptes. Et il faut que je termine par ça, parce que il y a quand même une liberté, il y a une force qui est donnée à cette institution. Donc elle a la possibilité quand même d'aller interroger, ne pas s'asseoir, croiser les bras et attendre que soit le ministre de l'économie et des finances lui envoie. Parce que la procédure telle qu'on me l'explique, c'est que lorsque on est au terme d'un exercice, d'ailleurs on n'attend pas le terme de l'exercice, lorsqu'il y a des dépenses qui sont engagées, après chaque trimestre, chaque comptable doit pouvoir envoyer des pièces justificatives au niveau de la Cour des comptes. Et donc à la fin de l'année, il doit y avoir un rapport général, un rapport annuel des dépenses. C'est sur la base de ce rapport annuel et des déclarations trimestrielles qu'on fait la comparaison pour savoir où il y a eu, n'est-ce pas, des manquements. Mais si chaque trimestre passe, aucun établissement ne déclare, aucun comptable en tout cas ne vient vers la Cour des comptes pour faire la déclaration, il revient à la Cour des comptes, à ma foi, de se bouger et d'aller interroger ces gens-là, parce qu'ils en ont les moyens, ils ont la possibilité de le faire, en tout cas de par la création et de par, si vous voulez, le statut qu'on lui donne. Et là, la capacité de pouvoir interroger chaque agent public sur sa gestion a posteriori. C'est tellement grave, mon cher Jacques. Moi, rien ne m'étonne, parce que quand on vous dit que l'ARPT, par exemple, avait un compte occulte quelque part, en ce qui concerne le financement des élections et tout ce qu'il y a autour, au temps d'Alpha Condé, mais c'est juste baba, quoi. Vous n'allez pas y croire. Mais ça dormir debout. D'ailleurs, par rapport à l'ARPT, il y a eu ces déclarations par le passé sous Alpha Condé. Il y a d'abord Kamami Diaby était là et qui avait dit l'ARPT n'est pas une régie financière. Et puis bon, par la suite, on a pu comprendre avec la 8e législature que les comptes
de l'ARPT n'étaient pas déclarées. Ouais. C'était du côté d'Afriland. Les recettes de l'ARPT, voilà. en tout cas... C'était un compte noir du côté d'Afriland Bank. N'était pas déclaré. Ben oui, évidemment. C'est là-bas, en fait, on puisait l'argent pour financer les élections et tout ce qu'il y a. Mais ça a dormi debout, les gars. De l'alliance... Les grandes gueules. L'alliance de CELU, là, c'est pas l'alliance... Les libéraux démocrates qui avaient décelé ça et qui demandaient au ministre du budget d'alors, mais pourquoi... Parmi la liste des régies que nous avons ici, il n'y a pas l'ARPT. Donc c'était une patate chaude à l'époque. Bah ouais. Et par la fin, on a pu comprendre qu'effectivement, les comptes de l'ARPT n'étaient pas déclarés. Voilà. Je pense que s'il est toujours directeur de l'ARPT, de Afriland Bank, je parle de Guy Fondio, il doit donner des explications, mon cher Jacques. Ça, c'est un dossier. Il faut vraiment le suivre. C'est très important. Mais l'argent qui était là, ça servait à quoi exactement? Et pourquoi on n'a pas déclaré? C'est important. Allez-y, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour, oui. Ouais. Mais vous savez, sur l'ARPT, le débat, il continue, il est permanent. Ça ne change pas. Sous Alpha Condé, on était encore, pendant plus de 10 ans, à devoir savoir si... D'accord. Donc, sous Alpha Condé, voilà, c'est beaucoup mieux, voilà, de prendre mon thé que la mine m'offre. Allez-y, oui, bien généreusement. Donc, on en était encore à savoir si l'ARPT était oui ou non une régie financière de l'État à suivre au même titre que les EPA et tous les autres établissements que l'État guinéen... Régie ou pas, dès le moment où c'est un établissement public, la Cour des comptes a bien un droit de regard. J'y vais donc. On se posait donc la question, est-ce que à l'ARPT, on avait le droit d'aller y fourrer le nez comme cela était possible avec l'OGP, comme le Conseil guinéen des chargeurs, tout ça. Mais l'ARPT, c'était quand même c'était un no man's land. Ça, il faut quand même le dire. L'ARPT était un no man's land, protégé, quadrillé par la présidence de la République. Tu me parles d'élections, Lamine. Je le disais encore il y a quelque temps ici. Lorsqu'on vous dit qu'un budget électoral est porté à 265 milliards de francs guinéens et qu'au terminus, vous vous retrouvez avec un montant de 1000 milliards de francs guinéens pour financer les mêmes élections, soit 5 fois plus le montant, 4 fois plus le montant nécessaire, vous vous dites, ben il y a quelque chose. C'est soit une générosité extrêmement légendaire ou un courage dans le vol qu'on ne saurait décrire. Mais bon, ça, sous Alpha Condé, on a vu beaucoup de choses. Malheureusement, encore aujourd'hui, je te rends ton thé. Merci beaucoup. Voilà. Pour une fois, bah oui. Jacques aussi est rentré dedans. Allez-y. Donc, l'ARPT, mon cher Jacques, c'était un petit peu la caisse privée du président, hein, il faut le dire. Écoutez, si vous voyez une entité, un établissement public, oser tenir tête à une assemblée nationale et dire non, vous ne regardez pas à ce que nous faisons, ne vous posez pas 1000 questions. C'est qu'il y a plus fort. Évidemment. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Aujourd'hui encore, ce débat, il persiste. Aujourd'hui encore, le débat, il persiste. Au niveau au niveau actuel, on en est à se demander, est-ce que l'ARPT est une régie financière de l'État? Est-ce que l'ARPT, comme tous les autres établissements, devrait se soumettre au contrôle d'État? A priori et a posteriori. Voici des questions qui se posent et le débat, il est permanent encore aujourd'hui. Il y a quelque temps, on ne l'a pas assez. Les grandes gueules. Et on a failli se crêper le chignon là-bas à l'immeuble en verre entre tel et tel pour savoir est-ce que l'ARPT rend compte au département ou pas du tout. Entre Ousmane Gawal et le directeur actuel de l'ARPT. Ben oui, mais attendez, Tamba, soit tu as une grande gueule, soit tu ne l'es pas. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Tu as besoin. Les grandes gueules. Et dans une femme, on te montre aussi ce qu'il faut faire avec. Comment ça? Ben non, quand même. Mais vas-y. Les grandes gueules. Bon, c'est vrai que quand tu dis l'immeuble vert, là, nous, on comprend rien. Ben voilà. Va au bout, Tamba. L'immeuble vert en perpétuelle rénovation. Alors qu'il est flambant. Il n'est pas vert. En vert. L'immeuble en vert. En vert. Il n'est même pas vert. Il est noir. Actuellement, il est noir. Actuellement, il est noir. Voilà. Il était gris avant. Maintenant, il est noir. On le renove. On ne sait même pas pour quelle raison. Voilà. Vous voyez l'établissement, comment il est perdu là-bas au milieu. C'est-à-dire, il n'est collé à rien. Et
Et tous les autres établissements sont au cœur de Kaloum là-bas. Tu sens que tu es obligé. Là-bas, tu sens, tu peux même pas dire ce que l'ARPT peut dire. Mais l'ARPT, regardez où ça se tient. Bâtiment solitaire, un des plus majestueux de l'administration. Comme l'ambassade des États-Unis guinéenne. Tu as l'impression effectivement que c'est une ambassade. C'est vraiment ce que tu as. Même quand il faut faire attention, même nos députés là, nos conseillers là, ils se posaient 1000 questions avant de poser la question de l'ARPT. Donc, je dis encore une fois, il y a ce souci-là. Mais revenons au cas de comment ça s'appelle? Cour des comptes. Cour des comptes. Ouais. Et la Cour des comptes. 2017-2022, 5 ans. Et puis c'est en 2022, là, c'est même 2023, non? Que le directeur. Oui, c'est en 2023, il fait la déclaration. Voilà, donc c'est en 2023 que le président, c'est un nouveau qui arrive, mais qui prend la parole et qui nous dit écoutez, sur à peu près 200 EPA que nous sommes amenés, établissements, je parlerai comme ça, que nous sommes amenés à contrôler, on n'accède finalement qu'à 18 dossiers. 18 sur plus de 154. Ça, c'est ce qu'il nous apprend. Lamine, et la première chose à faire, c'est s'énerver, d'abord, par rapport à ça. Parce que la Cour des comptes suit la gestion des comptes publics. Ils suivent ça. Et c'est un maillon fort dans la construction de la transparence dans la gestion de la chose publique. Mais qu'on vous dise que cet établissement-là ne connaît même pas, il ne connaît même pas le nombre d'établissements qu'il est amené à contrôler, nous avons un véritable problème. Bah oui. Certes, je suis parfaitement d'accord avec toi. Toutes les fois, il y a de nouveaux établissements qui naissent, qui sont créés, c'est vrai. Mais c'est tellement banal de savoir quels sont les nouveaux établissements qui entrent au niveau du service public. C'est tellement banal de le savoir qu'aujourd'hui, un tel aveu suffit à questionner ceux qui ont dirigé la Cour des comptes depuis plusieurs années. Lamine, je viendrai aux finalités tout à l'heure. Mais là, on a un véritable problème de lisibilité. De l'argent public est utilisé par des agents publics. Qu'est-ce qu'ils en font? De quelle manière gèrent-ils cet argent? La Cour des comptes aurait pu nous aider. Mais ni a priori, ni a posteriori, il y a de contrôle sur toutes ces entités. Plus de 154, vous ôtez les 18. Il y a une bonne fourchette qui reste et qui n'est jamais contrôlée. Mieux, le souci de transparence qu'il y a autour de ça, parce que moi je pense que tout ça là est orchestré. Comment comprendre que depuis toutes ces années, moi je n'ai entendu la Cour des comptes véritablement, c'est vrai ils ont fait des choses, mais véritablement vous les avez, si on a vraiment parlé de la Cour des comptes à la base, c'est avec l'OGP, c'est avec le Conseil guinéen des chargeurs, c'est avec les hôpitaux. Mais après, il y en a beaucoup d'autres pour lesquels vous n'entendez pas la Cour des comptes. Même si, il faut quand même le dire, même s'il y a des rapports qui sont produits, et si vous posez bien la question à ces conseillers-là, eux-mêmes vont vous dire, écoutez, il y a des moments où on produit des rapports, mais on ne sait pas pourquoi ça traîne. On ne sait pas pourquoi, entre le moment où on produit un rapport et au moment où il est diffusé, c'est un peu enjolivé vers la fin. Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre temps. C'est une question de lobbying peut-être. Mais Lamine, je vais donc vous dire que moi, ça me surprendrait qu'on puisse laisser ça couler comme ça, nous dire on n'accédait pas à certaines entités parce que tout simplement on ne savait pas si ça existait. Je pense qu'il y a des protectorats. C'est du lobbying, mon cher Tamba. Il y a des protectorats, permettez le mot, ce matin, dans l'administration des établissements publics, il y a des protectorats. Vous signez un bon contrat. Les grands gars. Mais c'est comme à l'Assemblée nationale aussi, je veux dire. Est-ce qu'on peut dire légal même, gros point d'interrogation? Enfin voilà. Je sais que le lobbying, ça existe. Il y a pas mal de deals. Il y a pas mal de deals. Mais là, c'est moins du lobbying, ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est des gangsters alors. Ce serait plus des deals. Eh ben des deals. Là-bas, ce serait plus des deals. Donc des gangsters. Et je ne vais pas jusqu'à quand même. Mais non, mais attendez. Tu parles de deals. Il y aura l'élection du mur tout à l'heure. Si tu veux prendre du mur, il n'y a pas de problème. Ben oui, j'accepte volontiers. Non, mais Lamine, plus sérieusement. Daouda nous a nommé parce qu'il a peur d'être le mur. Allez-y. C'est certainement des deals. Des ententes occultes. Je ne viens pas chez toi, je n'envoie pas mes commissaires chez toi. Et bon, en fin de mois, tu me règles un petit truc. Ben voilà.
C'est des deals. Mais oui. On s'accorde là-bas. Donc c'est des gangsters. Je parle de protectorat. Oui. Au niveau même des établissements publics. Mais allons plus loin. Au niveau de la transparence. Parce qu'il le dit aussi. J'étais bien à côté lorsque nous questionnions ce consultant-là, qui explique quand même que il peut y avoir des procédures. Mais pour accéder à des dossiers nous permettant de travailler au niveau de la Cour des comptes, eh bien, on n'y accède pas. C'est-à-dire qu'un établissement public est capable de refuser à une institution de la République, donc, dont le mandat c'est d'aller fouiller, peut lui refuser des documents qui vont lui permettre de faire son travail en République de Guinée, malgré l'existence de lois. Eh bien. Oui. Et c'est là, Jacques a parlé de le droit de demander. La Cour des comptes a le droit de demander. Les établissements publics ont l'obligation de donner l'information qui est demandée. Mais comment vous expliquez que ça encore, l'accès à l'information publique puisse être un problème, même pour les établissements publics? Pour les journalistes de la presse privée, je peux comprendre. Mais qu'un établissement public, comme une institution, j'allais dire, telle la Cour des comptes, dont le mandat c'est justement d'accéder à ce type d'informations, viennent vous dire, ben parfois on demande mais on n'y accède pas. On veut avoir les documents, mais ça ne nous arrive pas, donc on ne peut pas faire le travail. Or, ils ont besoin de ça pour faire le travail. Deuxième problème. Le troisième problème, et le vrai pour moi, c'est quelle finalité on donne déjà à ce qui a pu se faire en 5 ans. Le travail de la Cour des comptes a permis de changer quoi au niveau de la gestion de la chose publique. C'est la vraie question. Je suis d'accord. Parce que vous allez voir, je me suis amusé à lire un peu les rapports sur le site de la Cour des comptes. J'ai vu quelques rapports et puis j'ai ouvert les rapports en général. Vous allez voir, il y a un certain nombre de remarques qui reviennent. On n'a pas respecté la procédure en 2017. On n'a pas respecté la procédure en 2018. Les procédures de décaissement en 2019. Procédure de décaissement en 2020. Classique. Ça, là, ça ne nous apprend rien. Mais c'est ce que je dis, c'est classique. C'est comme les agences. Au niveau de la communication, tu vois, il y a une agence bidon du côté d'Orange qui envoie à chaque fois des rapports à dire non, on n'a pas diffusé tel spot parce qu'évidemment, il faut écrire quelque chose. Mais c'est dingue. Je le fais comprendre à chaque fois. Je dis, mais nous ici, on travaille avec des machines. Les machines ne peuvent pas mentir quand même. Il y a un moment, il faut que vous arrêtez. Je comprends très bien ce que tu dis, Tamba. Et bon, donc voilà, sur ces rapports-là, c'est encore accessible sur le site de la Cour des comptes. J'ai fini par le découvrir, ce site-là. Et donc, il y a suffisamment de documentation là-dessus jusqu'en 2020, mais il n'y a rien sur 2021, il n'y a rien sur 2022. Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'en 2020, en 2021 et en 2022, la Cour des comptes n'a pas travaillé du tout? Ça, c'est d'autres questions qui restent. Mais je le redis encore une fois, moi, je ne pose pas la question de à quoi nous sert la Cour des comptes. Je sais à quoi ça sert. Lorsque ça travaille bien, ça peut aider à améliorer la gouvernance, justement. Mais je dis encore une fois, et ça ne relève pas forcément de la Cour des comptes, ça relève de l'autorité judiciaire. Quelle réponse est-ce qu'on donne au travail, ne serait-ce que sur les 18 entités, quelle réponse est-ce qu'on donne, quelle suite on donne à leurs travaux? Ça, c'est une obligation. Ça ne dépend pas de la présidence, mon cher ami Tamba? La Cour des comptes. Je sais. La Cour, non, la Cour, c'est une institution. C'est ce que je dis. Ok, indépendante. C'est pas rattaché. D'accord, c'est pas rattaché. Ok. Voilà, donc, alors, ce qui se passe, je termine là-dessus, il faut, au-delà de tout, sortir rapidement de ça et qu'ils arrêtent de nous dire on ne connaît pas le nombre. Ça, c'est pas possible. Allez au secrétariat général du gouvernement, si vous ne savez pas, allez là-bas. Prenez tous les décrets. Chaque fois que ça sort, il y a des décrets de création. Normalement, il devait y avoir un chaînon qui permette justement d'accéder à ça. Prenez ça et allez commencer à fouiller. Depuis 2017, c'est en 2023 qu'on nous dit qu'on n'accédait pas à ces entités. Parfois, il faut qu'on respecte le Guinéen aussi. Par rapport à l'ARPT, il y a cette information qu'on me donne, puisque tu posais la question par rapport à Fondjo, et que le dossier est effectivement du côté de la CRIEF. Donc, il y a au moins... Le compte a été saisi ou pas du tout, mon cher Tamba? Je crois que le compte a été saisi. Il y avait combien sur le compte? Eh bien là, je ne sais pas, mais il y a quand même des Mohamed Mara, c'est l'homme des dossiers, il a des choses à nous dire. D'accord. Donc, il y a... On va revenir là-dessus. Voilà, non, mais vas-y. Il y a donc 4 personnes qui sont poursuivies. Il y a Guy Laurent Fondjo, DG de Afriland, Victorin Dagba, conseiller juridique Afriland, et puis Yacouba Sissé, ex-directeur général de l'ARPT, alias Silla,
DAF de l'ARPT. Ce sont donc les 4 là qui sont poursuivis. Les grandes gueules. Le dossier est au niveau de la CRIEF. La CRIEF, au niveau de la chambre d'instruction. Voilà. Les Camerounais, ils aiment les problèmes aussi. Hein. Ils viennent chercher quoi dans notre potopoto là? Comment ça, dans votre potopoto? Mais c'était. C'est leur nom qu'on a. Ah ouais. Mais c'est ce que nous avons en partage, hein. La corruption. Ouais, Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentation société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de... De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Événement Espace TV. Douki, dans la sous-préfecture de Dongoltouma, localité située à 65 km du chef-lieu de la préfecture de Bita. Douki, dans Dongoltouma. Sa fraîcheur et ses vestiges coloniaux, parmi les pins, les paysages exubérants et les cascades. Les villages du Fouta, la gentillesse et l'hospitalité guinéenne, incomparables. Et si c'était ça le bonheur, ce dimanche 15 janvier à 20h50 sur Espace TV. Avec la fondation Orange Guinée. À Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace. Les GG de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait qui vont nous bousculer intimement. Bousculer nos propres préjugés, nos propres aveuglements. Chez nous, nous le faisons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Boké, Zérékoré, Kindia, Labé, Conakry. Les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans une demi-heure, carrément, avec Aïssatou Sané qui va nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Le 19 juillet 2011, la résidence secondaire d'Alpha Condé, ex-président de la République, a été attaquée de nuit. Vous le savez, des tirs nourris à l'arme lourde et à l'arme légère ont été entendus donc pendant près de 3 heures. Dans la foulée, 16 personnes ont été formellement inculpées et où au moins en tout cas une vingtaine a été déposée en prison. Parmi les inculpés, un personnage atypique, mesdames et messieurs, apparemment civil. Il s'appelle Jean Guilavogui. Jean Guilavogui qui a écopé donc de 11 ans de prison ferme. Il en est sorti l'an dernier et décide évidemment de rompre le silence chez nous ce matin. Jean Guilavogui, vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis le syndicaliste également aussi, Aboubacar Souma, une grande gueule, s'invite chez les GG ce matin, enseignement donc et retraite. On essaie de comprendre. Aboubacar Souma d'Ousleg parle chez les GG à venir un peu plus tard dans notre émission. Oui, Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour. Je te titille et tu es venu à l'antenne. Ça va? Non, mais il fallait que je vienne. Voilà, il va se défendre. Allez. Mohamed Mara, allez, on s'intéresse à ce dossier évidemment. Cour des comptes, Mohamed, beaucoup de choses à dire, hein, sincèrement. Je pense qu'on devra faire un numéro spécial Cour des comptes. Je pense que si on n'y est pas déjà. Hein. On n'est pas, on n'y est même pas encore. On n'a même pas touché un peu. On a touché juste un peu. Ouais. C'est un peu comme le procès du massacre du 28 septembre. Je crois qu'on a là touché peut-être 1 ou 2%. Il y a énormément de choses à dire sur cette institution. Parce que à l'intérieur de cette institution, pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, vous aviez clairement 2 groupes de personnes, 2 groupes de magistrats. Il y avait un groupe constitué surtout de jeunes magistrats référendaires qui avaient été recrutés sur concours, d'éminents jeunes juristes, des enseignants, ainsi de suite, qui ont été formés. Et puis, vous aviez ceux-là que j'appellerais des magistrats politiques. Parce que n'étant même pas magistrat de carrière, c'était le cas du président, attention. N'oubliez pas que le président, M. Diaré, était avant cela ministre des Finances. Et avant cela, ministre du Budget. Exact. La première anomalie,
j'avais dénoncé à l'époque parce que j'avais eu l'impression que la Cour des comptes avait été mise en place simplement pour boucler la boucle de l'installation des institutions prévues par la Constitution d'alors. Mais que le président de l'époque, en réalité, ne voulait pas permettre à la Cour des comptes de faire son job. C'était clairement ma perception des choses. Déjà que la loi sur les comptabilités publiques à l'époque interdisait justement, même la loi sur la Cour des comptes, interdisait justement à l'époque que M. Yaré, qui venait du ministère des Finances, ne pouvait pas occuper un tel poste avant 5 ans. Avant 5 ans. Oui, je me souviens. Oui, vous vous souvenez, j'ai dénoncé cela. Exact. Donc la loi a été violée rien que par le choix, monsieur. Mais on n'avait pas... Peut-être que l'effet pervers, l'effet le plus pernicieux qui avait échappé à tout le monde à l'époque, c'était quoi? C'est que l'essentiel des agents comptables du pays avait été nommé justement par lui. Et l'essentiel, le président de la Cour des comptes, et l'essentiel des corps de contrôle, également, ont été nommés par le président Alpha Condé. Ministre de budget, c'est lui qui avait nommé l'essentiel des DAF. Ministre des Finances, les corps de contrôle et les contrôleurs financiers et machin. Et on le prend, on lui dit, ok, viens superviser, viens si tu veux contrôler. Bon, la loi dit, viens juger les comptes des comptables publics que tu as installés toi-même. C'était ça d'abord, le problème. C'était du foutage de gueule. En réalité, on ne voulait pas éclaircir les choses. Il y avait 5 chambres à l'intérieur, dont la fameuse chambre du jugement. Là, on avait quand même un doyen, qui est même maintenant le président de cette institution, qui avait la réputation de ne rien laisser passer. Et qui avait la... Parce qu'en Guinée, vous êtes mauvais, vous êtes très sale, vous êtes insulté si vous êtes quelqu'un qui tient aux procédures. L'année dernière, je m'étais penché sur un certain nombre de dossiers. Sur 39, par exemple, comptes audités en tout, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait que 5 qui avaient été renvoyés devant cette chambre de jugement par le commissaire du gouvernement. C'était là-bas, c'est le nom du procureur, qui était un ancien agent judiciaire de l'État et ancien avocat de M. Alpha Condé. C'est-à-dire que celui qui poursuit, c'est le président, le commissaire du président, qui est quand même ancien agent judiciaire de l'État, ami personnel, quasiment membre de la famille du président. C'est Doumbouya, non? Non, c'était pas Doumbouya. Doumbouya a toujours été avocat. Doumbouya était avocat avant de devenir ministre. Garde des Sceaux. Les grandes gueules. Il faut que je vérifie. Je vois. Il faut que je vérifie. Alors, il y avait donc lui qui poursuivait. En bas, il y avait, je crois, 13, si j'ai bonne mémoire. Il faut que je revoie encore la nomenclature, la composition de l'institution. Il y avait 13 jeunes magistrats. Parce que la grande différence avec la CRIEF, c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai sursauté quand on m'avait dit qu'il y a des rapports qui sont envoyés à la CRIEF. Oui, le procureur spécial de la CRIEF peut se saisir de n'importe quel rapport. Mais sauf que la Cour des comptes, moi, je suis surpris. Parce que lorsque la Cour des comptes a une particularité, ces magistrats sont des auditeurs. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats en son sein qui sont spécialisés dans l'audit. Ils ont été formés pour auditer les comptes publics. C'est-à-dire qu'eux ne font pas comme la CRIEF qui appelle l'ORDF et ainsi de suite, qui envoie, qui peut commanditer même des audits. Non, eux, c'est eux-mêmes qui vont. Ils vérifient, ils reviennent. S'auto-saisissent. Mais bien sûr. En fait, c'est même pas auto-saisine. En fait, c'est normal. Là. Normalement, chaque année, toutes les entités publiques, en fait, il y a normalement 3 ou 4 catégories. Ce sont, comme je l'ai dit, les comptables publics, les établissements publics étatiques, les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies que vous voyez là, toutes les mairies du pays. C'est pour cela qu'il y a des mairies qui ont été épinglées. Ah oui, ta fameuse mairie de Bokeh là. Mais la mairie qui avait vraiment battu tous les records, c'était quand même Matoto. Non, pardon. Ratoma. Bizarrement, depuis les 10 dernières années, si vous auditez les comptes de Matoto, il n'y a pas un seul maire qui va échapper. C'est ça qui est bizarre avec cette commune. Mohamed, voilà. On va éplucher des rapports. On va éplucher des rapports. J'avais commencé ça l'année dernière. On va mettre les rapports un à un. Et il y a des petites localités chez toi à Bokeh qui sont tombés dans la nasse de la Cour des comptes. Certainement. Mais je vous explique d'abord le fonctionnement pour que vous compreniez mieux ce que Tamba et Jacques sont en train de dénoncer. C'est la cousine Agnès qui est passée par là. Vous allez comprendre c'est quoi ce fameux système que vous avez appelé comment?
Tout à l'heure, il appelait ça comment? Le deal. Le deal. Le protectorat. En réalité, c'est un système de parrainage. Je vous ai dit, comment voulez-vous que le président d'une institution soit celui-là même qui a nommé les comptables publics qu'il est chargé d'aller auditer? Il y a déjà un problème. C'est pas un fait propre quand même à la Guinée, hein, quand on sait que l'Assemblée nationale, Mohamed Mara, l'Assemblée nationale est truffée de lobbying. Vous le savez très bien. Tous les députés. Mais c'est ce que je dis justement. Les députés, c'est des affairman. Je suis désolé, mon grand. Les grandes gueules. La Cour des comptes. La Cour des comptes, elle date de plus de 2 siècles. En France. Elle date de plus de 2 siècles, ça il ne faut pas l'oublier. Les grandes gueules. Les comptes publics, les comptes ce sont eux qui jugent les comptables publics. Attention, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Ce n'est vrai. Normalement, c'est des gens qu'on ne croise même pas comme ça, on n'identifie même pas comme ça facilement dans la circulation. Mais c'est ce que je dis justement. Et je vais maintenant vous dire quelque chose. Zachary, tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire. Tu dis à la fin des rapports, tu avais observé quoi? Tu avais vu des observations, c'est les termes les grandes gueules. Le terme qu'eux ils utilisent, c'est recommandations. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, à cause de toute la carambouille qui a entouré. En fait, avant les recommandations, ils ont un chapitre constat. Ils relèvent ça. Je reviens. Lorsqu'il y a les constats. Lorsqu'il y a les constats, il a lu des rapports. Il a lu quelques. Hier, il était sur les rapports. Je l'ai vu là-dessus hier. En fait, ce que tu vois là comme constat, à partir de là, lorsque plusieurs constats sont faits, on parle d'anomalie sur un compte public, qu'est-ce qui est fait? Le sujet est ramené maintenant en débat. Carrément. C'est-à-dire que ça quitte les mains des auditeurs, ça vient maintenant en débat au niveau maintenant des magistrats. Et on décide de la conduite à tenir. Mais vous savez ce qui avait commencé à se passer? C'est ce que vous avez eu à la fin, on dit recommandations. La Cour n'est pas là pour donner des recommandations. J'ai pour dire, bon, corriger ça. Mais c'était ça, en fait, qui cachait le business que vous dénoncez. Ah ben voilà. Les recommandations qu'on voyait en réalité étaient les délits. En réalité, c'était les chefs d'inculpation. Ça devait constituer des chefs d'inculpation. C'est que chaque fois qu'on a dit, désormais, ne faites plus ça, c'est un délit qui a été commis et directement le commissaire général du gouvernement devait transférer le dossier à la chambre du jugement. Je vous ai dit qu'il n'y a eu que 5 dossiers, non? Et les 5 dossiers ont été envoyés chez le président de la chambre de jugement. Sauf erreur de ma part, c'est lui qui est actuellement le président. Monsieur Kadouno, oui. C'est lui qui est actuellement le président de l'institution. Alors qu'il avait une sale réputation à l'interne, parce que lui, il était un peu le mouton noir des autres. C'est celui qui ne voulait pas à l'époque. Parce que quand le dossier arrive chez lui, ils savent que s'ils jugent, les gens vont en prison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils étaient obligés de le faire, ils n'ont envoyé que 5 dossiers en jugement. Et les 5, rien n'a été programmé. Le commissaire général du gouvernement à l'époque, le commissaire général du gouvernement les a encore retirés. On envoie, on dit bon, jugez, après on dit bon, c'est nous qui vous avons saisi. Comme vous ne pouvez pas vous auto-saisir, on retire. Pendant ce temps, les magistrats auditeurs, les magistrats qui allaient auditer, mettaient leur vie en danger. Ils avaient affaire à qui? À des multimilliardaires. Tu vas avoir un seul compte. La dernière fois, j'ai touché subrepticement le cas de l'ASCAD ici. Je reviendrai sur plusieurs comptes comme ça. Mais un seul compte, vous vous rendez compte qu'une petite entité, c'est-à-dire que l'agent comptable, le DG, le DGA, les gars se sont beurrés, les gens ont saucissonné tout ce qu'il y avait là-bas, ils sont devenus multimilliardaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Le système de parrainage fonctionnait. Ils sont plus riches que l'établissement qu'ils gèrent en fait. Tu as tout compris, tu as tout résumé. Généralement, ils étaient plus riches que les Pourquoi établissements vous avez qu'ils géraient. un problème avec le mot dealer, les gars? Les grandes gueules. Bon, dealer, non, ça mais quand même, à la drogue. Mais oui, mais je suis désolé. C'est un deal. C'est un deal. Je peux? Oui, tu peux. Voilà. Allez-y, Mohamed. Allez-y. Vous avez parlé de l'ARPT. Oui. La question grandes qui a payé? Quand on découvre un compte noir, qui paye? La banque d'abord qui a hébergé ce compte doit répondre. C'est la première des choses. C'est à Freeland, non? Mais on devait saisir. La BCRG aurait dû frapper du poing parce que c'est elle qui donne les licences, les agréments d'exploitation à ces banques-là. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait de ceux qui géraient ces comptes? Qu'est-ce qui a été fait de ceux qui alimentaient ces comptes? Vous parlez seulement de ce compte-là qui est petit. Rappelez-vous, dans la seule année 2020 dont on parle là, vous vous rappelez des comment on appelle ça? Non, des bons de trésor? Ah oui. Vous vous rappelez comment les bons de trésor avaient été utilisés? C'est de manière, je dirais,
C'était une débauche. C'était une débauche qu'on avait constatée au niveau de l'émission. C'était devenu le principe même de la corruption. Oui, mais rappelle-toi. Lamine, je vais te heurter. Pour la seule année, pendant cette année électorale-là, les bons de trésor qui avaient été décaissés, l'équivalent c'était combien? Si vous vous souvenez bien, c'était de 200 millions de dollars l'équivalent. En fait, c'est ça qui a été tiré. On ne voit nulle part, mais en réalité qu'on a dilapidé. Vous vous souvenez, je vous disais toujours ici, Monsieur Alpha Condé, arrêtez ce processus de 3e mandat. Vous n'en avez pas besoin. Ceux qui vous y poussent, en fait, ce sont eux qui en ont besoin, non seulement pour s'enrichir, mais aussi protéger ce qu'ils ont pris. Et c'était ça réellement le 3e mandat. Je continue de croire que si ces cadres-là ne le voulaient pas, M. Alpha Condé ne se serait jamais présenté. Mais en fait, ils ne l'ont pas fait pour Alpha Condé, ils l'ont fait pour eux-mêmes. C'était quand même l'équivalent de 200 millions de dollars de bons de trésor qui avaient été tirés à l'époque. 2000 milliards de francs guinéens. 2000 milliards et personne n'en parle. C'était 2000 milliards, c'était ça. Personne n'en parle aujourd'hui. Pourtant, il y a encore un an, bizarrement, il y a eu scandale, tout le monde en parlait, mais aujourd'hui, personne n'en parle plus. Donc, il y a ce système. Je vous donne un exemple tout bête. L'Anaïm. Tu te rappelles quand j'ai ramené le dossier Anaïm ici? Ouais, je me souviens, ouais. J'ai été d'abord choqué par ma propre corporation. Je viens avec le dossier et tout. Le dossier était sur la table du président Alpha. Quand j'ai commencé à l'éplucher, les gens étaient choqués à la présidence parce qu'ils se demandaient mais comment ce dossier est arrivé à Espace. On en parlait ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a demandé à me rencontrer. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Ahmed Kamara, qui était mon directeur des infos à l'époque, qui m'a beaucoup protégé dans ce dossier. Ouais. Parce que je risquais quand même gros là-dedans. Ouais. Ahmed est allé jusqu'à sortir de nuit pour pouvoir m'accompagner, son véhicule derrière moi, pour pouvoir m'accompagner jusqu'à Kipé, parce que je devais rencontrer ces gens. Eux, ils ne savaient pas, mais Ahmed était là justement pour sauver, pour s'assurer que j'allais bien. Le monsieur m'a dit les yeux dans les yeux à l'époque, un des gars de l'ANEM, les yeux dans les yeux. Il dit, vous dites que vous n'abandonnez pas? Je dis non. Il dit, bon d'accord, mais vous allez comprendre que nous aussi, on peut faire quelque chose. Et je vais utiliser ta propre corporation contre toi. Et c'est ça qui s'est passé. Wow. Des journalistes se sont retrouvés dans des véhicules, dans des hôtels, et tout frais payé, pour tenter de déconstruire tout ce que j'avais dit. Pourtant, Alpha Condé avait envoyé les gens à l'Anaïm fermer les locaux, si tu te rappelles bien. Oui, oui. On a découvert dans les comptes de l'Anaïm, ce que vous dites là, des choses exactement comme à la RPT. Mensuellement, j'ai encore, heureusement que j'ai gardé les documentations, puisque je les avais scannés à l'époque, des noms de personnalités de la présidence de la République qui apparaissaient clairement, dont une nièce du professeur Alpha Condé, un neveu du président Alpha Condé, et un ministre secrétaire général à l'époque à la présidence. Les montants de 200 millions devant les noms, 160 millions pour une nièce, 200 millions, tu te rappelles, je t'avais montré les documents. Exact. C'est pas l'autre. Il y avait une certaine Bintou Dabo, Vieux Dabo, c'était des noms comme ça. Un autre, 500 millions, vous savez c'était quoi? Pendant 3 mois de suite, en 2015. Revoyez ces comptes de 2015, parce que moi je les avais scannés et gardés. 500 millions par mois. Et il disait quoi? Vous savez c'était quoi? Effort de campagne DG. Effort de campagne DG. Et ensuite le même montant répété plus tard, effort de campagne DGA. Oui. Après on mettait prix de casquette campagne. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Qui sortaient de ces comptes. C'est allé pourtant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand nous on a dénoncé, ça avait tellement heurté le président. Lui, il a dit, bon, on ne chasse personne, mais je vais faire nommer un conseil d'administration. Faites nommer un conseil d'administration pour gérer des corrompus comme ça, mais ils vont embarquer tout le monde. Les grandes gueules. C'est ça qui s'est passé. Alors, revenons à la Cour des comptes. Aujourd'hui, moi, je suis content que certains soient partis. Je suis content qu'il y ait des réaménagements, parce que beaucoup de ces jeunes qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient à l'époque écartés, maintenant, certains d'entre eux commencent à avoir la voix à la parole. C'est déjà une bonne chose, parce que moi, l'année dernière, je militais clairement pour qu'on les convoque tous. Comme on l'avait fait pour les autres magistrats là. Vous parlez du peuple là. Je voulais qu'on les convoque tous, qu'on leur donne la parole librement à la présidence. Que les gens dénoncent. Parce que je sais qu'il y avait des gens à la Cour des comptes qui méritaient d'aller en prison. Ils savent de quoi je parle. Bien. Ils savent les dossiers dont je suis en train de parler. Certains d'entre eux ont protégé des neveux qui étaient à la tête des institutions. Bien. Ici à Matam, certains d'entre eux avaient des cousines. Les sujets, ils n'ont pas poursuivi parce qu'un travailleur ou un magistrat a une cousine. Une autre entité parce qu'un magistrat a un neveu. C'était comme ça. Bien. Et les dossiers étaient là. Aujourd'hui, vous faites bien de mettre la lumière sur la Cour des comptes. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, allons sur les comptes particuliers. Commençons à éplucher les comptes particuliers. On va voir des choses. Voilà, on viendra évidemment. Mafoudia, des choses à dire. Hein? Choqué ou pas du tout? Ça va, calme, toute calme. Bonjour. Je n'ai pas dit bonjour, Mafoudia. Bonjour. Bonjour, Lamine. Voilà. Oui. Des choses à dire en ce qui concerne la Cour des comptes. Choqué ou pas du tout? Bah oui, naturellement. Voilà. Mais rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Voilà, rien d'étonnant. Ça devient une normalité en fait chez toi. Oui, en fait, parce que
peut-être on va en parler dans la deuxième partie. Il y a la question de la mise en place des institutions. Il y en a qui pensent qu'il suffit de mettre en place des institutions, mais le travail sur les hommes, c'est encore plus important et c'est ce sur quoi moi je vais pouvoir m'appesantir quand on reviendra. Voilà. Mafoudia Bangour avec Daouda Mohamed Kamara. Vous allez continuer à réagir, mesdames et messieurs, par SMS au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Et Élysée, le mur du jour. On revient à 10h. Mafoudia, on parle de cette, de cette affaire du côté de la Cour des comptes. C'est bien cela. Mission de la Cour des comptes, c'est que nous apprend l'aveu du président. Revenu longuement là-dessus ce matin. Il est revenu longuement là-dessus avec Jacques Etamba et évidemment c'est pas la peine de revenir sur tout ça. Ce que je veux ajouter, c'est il y a cette phrase célèbre du président américain, l'ancien président américain Barack Obama, qui disait que l'Afrique avait besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. C'est une affirmation que j'ai trouvée un peu paradoxal, parce que quand on prend les institutions, ce sont les hommes qui les créent. Quand les hommes qui créent quelque chose ne sont pas eux-mêmes crédibles, à quoi est-ce qu'il va falloir s'attendre? On a compris qu'il ne suffisait pas de les institutions en Guinée. C'est vrai, il y a la haute cour de justice qui reste, qu'on réclame de tout notre vœu, parce qu'on estime que lorsque ça sera fait, on pourra juger et les ministres et le président, parce que pour le moment, on a l'impression que certains sont intouchables dans la République, et ça, c'est pas normal, c'est pas possible de gérer avec de telles démarches. Donc, on a la Cour des comptes qui existe. Et qu'au niveau de cette Cour des comptes, qu'on nous dise qu'il n'y a pas une visibilité sur des établissements qu'on est censé contrôler, c'est irrationnel, c'est pas possible, parce que chaque fois qu'il y a un établissement qui est créé, il y a quand même une application, il y a des traces. C'est à cette institution, je ne sais pas, peut-être elle se dit que c'est aux autres de venir vers elle, mais elle a ce travail de contrôle qui ne peut être efficace que si elle détient tous les établissements qu'elle est censée contrôler. Donc, si on ne vient pas vers vous, vous pouvez aller pour recenser et savoir ce qu'il y en est. Vous ne faites pas ce travail, vous communiquez aux Guinéens pour leur dire on n'a pas la maîtrise des établissements qu'on est contrôlés. Ça veut dire ce quoi? Que tu dis là. Ça veut dire quoi? Va plus loin, s'il te plaît. Parce qu'il y a un manque de courage évident aussi de la part de la Cour des comptes. Ça veut dire quoi? Que là, on vous a donné une tâche que vous n'êtes pas à mesure de faire. C'est de l'irresponsabilité. Sinon, c'est pas compliqué. Vous recensez ces institutions. Sinon, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'on crée des établissements, on en crée, il y a beaucoup. Il y a des services aujourd'hui qui sont rattachés à la présidence. Mais même dans le travail de lutte contre la corruption qui est fait, on a l'impression que ce sont certains qui peuvent être inquiétés. D'autres n'ont qu'à dormir tranquillement. On fera le temps qu'il faut, mais ils ne sont pas assez inquiétés. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Des personnes intouchables. Exactement. Est-ce qu'il y a de la complicité? Parce que si on ne peut pas expliquer cela par de la complicité, comment on pourrait expliquer que des établissements qui existent, qui sont des structures identifiables, que la Cour des comptes ne puisse pas établir tout ceci et avoir à son niveau pour aller faire le contrôle? Qu'on nous dise la vérité. C'est cette vérité qui n'est peut-être pas dite et c'est ce courage justement dont je veux parler. Lorsqu'on crée des institutions, on y met toute la forme, on lui donne toutes les prérogatives. Après, on choisit des hommes. Mara venait de le rappeler. Déjà, la nomination ou le choix d'un homme pose problème. Lorsque quelqu'un qui vient pour gérer une structure, sa nomination même ne répond pas aux critères, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre lorsque c'est fait comme ça? Maintenant, supposons que la nomination répond à tous les critères et que vous êtes censé être là, vous répondez à tous les critères. Lorsque vous ne disposez pas de courage suffisamment pour mener à bout des réformes, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, il y a quelqu'un qui vous interpelle ici, il y a quelqu'un qui vous interpelle là, qui vous dit, écoutez, je suis bien d'accord que vous fassiez votre travail, mais n'allez pas jusque-là, parce que là, ça me concerne. Et quand on est dans une telle structure, ça va sans dire que rien ne peut aboutir parce que vous aurez des limites. Et là où vous aurez des limites, ce seront des miettes. Les gros dossiers qui sont censés développer le pays, ça, vous ne pouvez pas toucher. C'est peut-être le cas de l'ARPT, parce qu'on ne peut pas supposer qu'il y ait une régie qui est tout et que ceci soit si fort jusqu'à dire à l'Assemblée, non, ne nous contrôlez pas. D'où vient la force? Il y a la présidence. L'ancienne direction de l'ARPT, il faut le rappeler. L'ancienne direction, évidemment, c'est important. D'où vient cette force? C'est ça un peu toutes ces questions. Et encore là, ça répond au courage des hommes et à la présidence. Et au niveau de la justice, l'exécutif, le législatif, le judiciaire.
ceux-ci ne jouent pas leur travail indépendamment, ça ne peut pas aller. Et quand on a des présidents qui ne disent pas toute la vérité, qui veulent bien montrer qu'ils veulent lutter contre la corruption, mais dans les faits, qui ne soutiennent pas des actions qui permettent justement de lutter de façon efficace, on se retrouve justement avec des aveux comme ça qui ne sont même pas proprement des aveux. C'est peut-être une manière de prendre la parole parce qu'il faut prendre la parole. Parce que pour moi, je suppose que ça... C'est déjà salutaire, Mahfoudi Akaloum. Non, je suis désolé. Je pense que si nous, les journalistes, nous disons qu'il y a ce manquement-là, ça pourrait se comprendre. Mais que celui qui est censé faire son travail nous dise qu'il n'a pas pu faire son travail, pourquoi il ne fait pas son travail? Il n'a qu'à faire son travail et présenter les résultats de son travail. D'accord, c'est fait aujourd'hui. J'espère que demain, on nous présentera tous ces établissements parce qu'il n'y a rien de magique dedans. Les établissements existent. Il y a comment les retrouver, qu'on les retrouve et qu'on fasse le travail. Je reste sceptique parce que dans ce pays, on est habitué à mener une lutte de façade. On s'attaque aux plus faibles. Quand c'est les gros dossiers, on ne touche pas. Et ça reste comme ça durant des années. Moi, c'est ce qui me dérange un peu dans toute cette lutte qui est menée. Je vois. Lutte de façade, elle a dit Mahfoudi Abango. Allez-y, mon cher Daouda. Oui, la lutte ne peut être que de façade parce qu'on a un mauvais départ. Le mauvais départ, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un régime présidentiel. Le régime présidentiel, le président de la République, il a la possibilité aujourd'hui, il a cette force d'être à Conakry et de donner les ordres à un maire ou à un chef de quartier jusqu'à Zo, et qui peut tenir tête à un gouverneur de sa région. Il y a ce problème aujourd'hui. Il y a pas un régime présidentiel. C'est ce qu'on a. On a quel oui, mais ça, on a quel régime là? Ce que tu expliques on là, a quel régime? On a un régime présidentiel établi par la Constitution. Mais ce que tu expliques là, alors, ça, c'est pas normal, ça ne relève pas du régime présidentiel. Là, tu parles d'une dictature, un président qui appelle, c'est de l'anarchie, qui appelle un chef de quartier qui va répondre à un ministre. Non, mais ce schéma n'existe nulle part, Daouda. Bien. Je peux? C'est pas lié, c'est de l'autocratie. Je peux là? Voilà. Oui, allez-y, Daouda. Ce départ, j'y reviens, j'insiste d'ailleurs. Nous avons un régime présidentiel où le président de la République a le contrôle de toute la chaîne. C'est lui, tout revient à lui et tout part de lui. Il y a eu aujourd'hui des moments où on crée des établissements juste pour contenter des personnes. On crée des établissements, on y met tous les éléments qu'il faut pour son fonctionnement, mais c'est pour contenter par moment des personnes parce que on a vu à cet endroit, il n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il veut et ici, il peut mieux se faire de l'argent pour accompagner les actions du président, comme on le dit entre... Vous l'avez rappelé, prix des casquettes qu'on retrouve dans la gestion d'un établissement, d'un EPA, prix des t-shirts qu'on retrouve dans les dépenses d'un EPA, comme pour dire que tout est fait pour avoir des poches de dépenses où on peut tirer sans qu'il n'y ait de contrôle qui puisse nous suivre après. Vous avez rappelé tout à l'heure le cas de la banque Afriland. Et qu'on veuille aujourd'hui qu'il y ait des explications, qu'il y ait vraiment des éléments qui nous permettent de savoir les montants qui étaient logés là, comment ça a été géré, qui a mis là, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Mais c'est l'ARPT. Comment ça peut... Jacques nous rappelait tout à l'heure qu'il y a des poursuites en ce qui concerne l'ex-DG de l'ARPT et tout ça. Comment on peut dire, je ne vais pas dire qu'il y a des actions, parce que pour l'instant, on n'est pas allé ils sont pas allés jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, comme vous, qu'une banque, par exemple, comme qui était tout régime porté par Alpha Condé, je suis en train de mener cette action en ta faveur. Et puisque à l'époque nous avions un président qui calcule tout politique,
Vous avez un contrat de construction, par exemple, de la maison des jeunes à Béla. Vous n'arrivez pas à le faire. On vous a payé tout l'argent. Vous n'avez pas travaillé. Vous avez mangé l'argent. Et il vous prend. Il ne vous poursuit pas. Il ne faut pas poursuivre pour savoir où elle part l'argent. Mais plutôt, on vous met de côté pour vous préparer pour d'éventuelles campagnes électorales. Bien. Dans cette ville, pour savoir passe dans cette région. Voilà ce qui nous a à un moment donné géré et qu'on veille aujourd'hui rattraper cela en un claquement de doigts pendant que les mêmes éléments continuent de ramper dans les mêmes chaînes, dans le même système. Et je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore à faire. Il faut que les mentalités changent parce que Mafou Diallo le disait, les institutions fortes, oui, les hommes intègre. Oui, bien dit, Daouda. Mohamed Kamara, évidemment. Dans un instant, notre invité.